Bonsoir Daniel. Bonsoir à chacun d'entre vous. Ça fait plaisir de vous revoir encore à soir. Les nouveaux aussi. J'en ai vu passer quelques-uns, là. Bon, Daniel, il est fatigué aujourd'hui, il a travaillé pas mal, fait qu'on va le ménager. On va lui poser des petites questions. À soir, c'est sur les préjugés puis les tabous. Quand on entend le mot préjugé, ça veut dire déjà juger avant, tu sais. On a jugé quelque chose. Donc, si on veut parler du préjugé, juste le fait d'entendre le mot tabou amène plein de préjugés. Je vais continuer. OK, je me demande si j'avais à continuer. C'est que, bon, OK. L'homme, disons, comment l'homme finit par se pogner dans un préjugé? Disons? Quand l'homme peut-il se sentir... L'homme il est toujours pogné. Oui, c'est ça. C'est que l'homme finit pas par se prendre dans un préjugé. L'homme est une forme d'expression de préjugé. C'est-à-dire que je vais aller rapidement dans le début, puis par après, tu pourras poursuivre un peu sur ton introduction. Mais disons que l'homme essaie toujours de comprendre son présent à partir de son passé. C'est-à-dire que l'expérience antérieure de l'homme lui permet de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le présent. Donc, il préjuge, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le présent et, le connaissant, il se sert de ce qu'il a connu pour essayer de le connaître. Ce qui fait que se servant de son expérience, automatiquement l'homme juge avant de connaître la réalité intégrale d'un événement. Alors, si je parle, comme on parle de tabou, tabou, pour certains, ça va se faire naître l'idée sexuelle, par exemple, ou l'idée de cimetière sacré, ou l'idée de différentes choses. Mais encore là, le mot tabou suscite chez la personne plusieurs choses qui sont des préjugés. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître ou avant de pouvoir observer le mot tel qu'il est, le mot vient déjà en nous chercher des choses. Ce qui fait qu'avant de connaître l'intégralité d'une réalité dans un événement, on essaie déjà de le définir avant de le connaître. Comment je vais pouvoir vivre le fait si je gagne 5 000 $ à la loterie? Alors, tu achètes un billet et tu es déjà en train de vivre en préjugeant un événement. Alors, tu achètes le billet avec de l'espoir, tu vois un peu, l'énergie qui t'anime, c'est une énergie de préjugé. Elle est néfaste en ce sens qu'elle t'empêche de pouvoir vivre le moment présent lorsque tu achètes le billet, et c'est la même chose que lorsque tu fais une contravention dans l'acte. Mais tu n'as pas le même genre de vibration parce que dans l'un, tu as un préjugé différent que lorsque tu fais une contravention. L'homme vit continuellement en préjugeant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans la réalité et connaître la réalité comme elle est, mais l'homme essaie toujours de connaître la réalité à partir de ce qu'il aurait aimé qu'elle soit. Ce qui fait que l'homme préjuge, c'est que l'homme n'a pas confiance en la réalité. L'homme sait qu'il vit, mais l'homme n'a pas confiance en ce savoir qu'il vit. De même, l'homme est immortel, c'est-à-dire qu'il est transformable, mais il ne peut pas disparaître. Le corps se transforme, mais il n'y a pas de disparition. L'homme est immortel, l'homme l'espère, l'homme le croit. Certains disent le savoir, mais ils ne le savent pas. L'homme sait qu'il vit, l'homme croit savoir qu'il vit, mais en réalité, l'homme ne connaît pas sa vie dans l'actuel, dans le présent. Alors, ne connaissant pas sa vie dans le moment, dans l'instantanéité, dans l'instant présent, l'homme, pour s'assurer qu'il vit, fait référence à ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que l'homme fait référence à ses mémoires. Donc, faisant référence à ses mémoires, il découvre une illusion de continuité temporelle. J'ai déjà eu 5 ans. Je n'ai plus 5 ans, donc je vis. L'homme ne peut pas vivre. Lorsque vous ne pouvez pas mémoriser quelque chose et que vous êtes lucide, c'est parce que vous vivez dans le présent. Vivant dans le présent, vous ne retenez pas ce que vous vivez. Pour pouvoir vous rappeler d'un événement, vous devez rechercher sérieusement à l'intérieur de vous ce que vous avez vécu. Comme si, lorsque l'on vit quelque chose qui est extrêmement intensif, un accouchement, une action, un danger ou un grand plaisir, on l'actualise
tellement proche de la réalité intégrale du moment présent on arrive à peine à le mémoriser. On est proche. Mais lorsque l'on ne mémorise pas, l'on ne prend pas conscience que l'on vit. Mais l'on vit. C'est la seule fois que l'on vit. Mais pour arriver à ne pas à vivre sans prendre conscience que l'on vit, nous devons arriver à vivre en prenant conscience de notre vécu passé. L'animal ne sait pas qu'il vit et il ne sait pas qu'il a vécu. C'est très important. Parce qu'on n'est pas débile, parce qu'on est pris avec nos préjugés. Pour arriver à se libérer du préjugé, on doit avoir des préjugés, c'est évident. Mais pour arriver à vivre dans l'instantanéité, on doit passer par le moment antérieur, c'est-à-dire par le vécu mémoriel, le vécu où on met plus d'importance dans la mémoire que dans l'actuel, pour pouvoir prendre conscience qu'il y a la vie, pour pouvoir enfin arriver à se libérer de cette prise de conscience. Donc, l'homme ne savait pas qu'il vivait, il a découvert qu'il vivait parce qu'il a eu sa mémoire expérientielle. L'homme a pu découvrir que la vie existait parce qu'il a su qu'il avait vécu. Et vu que l'homme a su qu'il avait vécu, il pouvait dire « je vis ». Mais cette vie, ce « je vis », il ne pouvait pas le connaître, et il ne peut pas encore le connaître. Par contre, il s'y rapproche, il s'en rapproche de plus en plus, et à un moment donné, il devra réoublier, c'est-à-dire oublier pour la première fois, revenir dans l'état antérieur où il n'avait pas connaissance de son vécu, mais il sera différent parce qu'il sera sur une autre octave vibratoire, et encore une fois, il pourra vivre dans l'instantanéité, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, même s'il ne savait pas qu'il avait vécu. Donc, ne pouvant connaître l'instant présent, et quand je parle d'instant présent, je ne parle pas d'un laps de temps qui est échelonné entre telle minute et telle minute, dans une heure. L'instantanéité, c'est quoi? C'est simplement lorsque l'homme vit un temps qui n'est pas échelonné entre quoi que ce soit. Ne pouvant connaître cet état de choses, l'homme essaie de l'anticiper pour essayer de pouvoir s'adapter à l'événement actuel, qui n'est pas encore actuel mais qu'il prévoit, avant que l'événement arrive. Cela peut représenter une certaine forme d'intelligence lorsque on n'a pas un contact avec l'intelligence active, avec l'énergie supramentale. C'est-à-dire que anticiper une dette, c'est pouvoir prévoir la dette, anticiper, et c'est pouvoir y faire face lorsqu'elle va arriver. Cet état de choses, elle est normale et elle n'interdit pas le vécu dans l'actuel, dans le présent, même si on est capable mentalement de prévoir des choses. Ce n'est pas un préjugé et ce n'est pas nuisible. Lorsque l'homme essaie de prévoir un vécu émotif dans le futur, même si ce futur est représenté par les 5 minutes qui viennent, ils ne sont pas dans l'actuel. Vous ne le vivez pas présentement. Ne le vivant pas présentement, ce n'est pas le présent. Donc, même si c'est dans 5 minutes, par exemple, j'achète mon billet de loterie, ou encore j'écoute à la télévision et on énumère les numéros, et le premier numéro, je l'ai, le deuxième, je l'ai, il y en a 5, jusqu'au 4e, je l'ai. Plus ça va, plus nous préjugeons que nous allons devoir vivre un instant heureux. Et nous sommes donc déjà en train de vivre l'instant heureux pour pouvoir initiatiquement être déçus lorsque le dernier chiffre n'est pas le bon. Bon. Pourquoi nous sommes déçus? Parce que nous avons une baisse de potentiel énergétique. Nous augmentons notre taux vibratoire, preuve que l'homme peut contrôler son taux vibratoire. Parce que vous avez juste à vous imaginer que vous allez gagner pour augmenter votre taux vibratoire. On a des techniques qui nous permettent d'augmenter notre taux vibratoire. Mais le mental peut contrôler ce qui augmente le taux vibratoire chez l'homme lorsque le mental connaît le mécanisme astral qui permet ça. Là, Daniel, quand tu anticipes comme ça un billet qui va sortir, ton énergie, quand tu la montes, là, tu l'appuies-tu dans ton corps vital, là? Tu l'appuies dans ton corps astral, dans tes mémoires volatiles, c'est-à-dire dans ton âme, dans ce qui t'entoure. Il n'y a aucun danger. Par contre, vu que tu augmentes un taux vibratoire, par contre, lorsque tu vas vivre la différence de potentiel, pour pouvoir revenir à ce taux vibratoire,
vu qu'il n'y a plus la stimulation astrale, tu risques de puiser dedans ton énergie vitale ou dedans ton énergie physique, vivre une dépression. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme préjuge, et l'homme préjugeant est capable de manipuler son ossement d'énergie vibratoire comme son rabais, mais il ne le sait pas. Alors, on a des techniques qui permettent au mental de pouvoir le faire. Lorsque l'homme augmente son taux vibratoire, il est en train d'essayer de s'adapter à l'événement futur. Le gros boom, j'ai gagné. Alors, pour ne pas que le gros boom soit trop violent, inconsciemment, l'homme s'adapte. Il préjuge. Mais ce préjugement psychologique est souvent trop grand. Il déborde ce qu'il devrait faire au niveau de la sécurité psychologique et on finit par attacher de l'importance à ce jugement anticipé. C'est-à-dire que le numéro se rapproche, je vais gagner, en fin de compte, c'est évident, il n'y a plus rien autour de moi. Je vais gagner. Vu que je mets de l'importance là-dedans, ben quand je perds, là je perds en énergie. Alors, le préjugement est normal chez l'homme émotionnel, chez l'homme expérientiel, chez l'homme qui accumule de l'expérience. Préjuger, c'est normal parce que c'est le palliatif au manque de supramental, au manque de l'énergie du mental supérieur. C'est-à-dire que l'homme qui est ignorant de son passé et qui n'est pas en contact avec l'intelligence active ne peut pas vivre. Son organisme biologique va vivre, mais le moindrement que le milieu extérieur va agresser son intégrité physique, il va mourir. L'homme qui, donc, n'est pas en relation avec l'intelligence active, avec l'énergie supramentale, par exemple, ou avec l'Esprit Saint, enfin, on a plusieurs synonymes, l'homme qui n'est pas en relation avec ce type d'énergie se doit d'être en relation avec son passé, dans la sphère d'évolution présente de l'homme. Lorsque nous préjugeons, cela est bénéfique. Le mental va préjuger, et le mental préjugeant d'une façon logique devient conséquentiel. Donc l'homme mental préjuge, mais il est conséquentiel, c'est-à-dire qu'il entrevoit des futurs possibles et il n'attache pas d'importance à un futur possible plutôt qu'à un autre, c'est-à-dire qu'il ne désirera pas que l'un de ces futurs possibles soit absolument certain. Et ça, c'est le préjugement psychologique, c'est le préjugé émotif, c'est le préjugé astral, où ce que nous allons nous imaginer que telle chose va aborder tel genre d'aspect, et nous attachons de l'importance à cet aspect par le fait que nous voulons que ce soit comme ça, ou que nous ne voulons pas que ce soit comme ça. Alors, si vous allez voir, par exemple, un film qui est, comme par exemple, Le Dernier Survivant, mais en haut, dans le petit carré, on met 18 ans adulte. Alors, automatiquement, on s'imagine un film de fesses. Tant que c'est juste des fesses, pas pire, ça dépend de l'âge, évidemment, et de l'angle de prise de vue, mais à un moment donné, on peut arriver à de la pornographie. Le fait de mettre 18 ans adulte, normalement, selon nos critères, veut dire deux choses, grosse violence ou pornographie. Bon. Le dernier survivant, c'est le titre. Ça ne nous dit rien, mais 18 ans adulte dans le petit carré en haut fait qu'automatiquement, on essaie de s'adapter à ce qu'on aurait à vivre si on irait voir le film, mais sans connaître le film. Si on est mental, on va dire c'est un film porno ou c'est un film violent ou il y a quelque chose que je ne connais pas qui fait que c'est 18 ans adulte ou la censure s'imagine parce qu'ils ont des préjugés ou etc. Mais je n'attache pas d'importance à aucun de ces choix, mais je les connais tous. Préjugement mental, jamais de déception et jamais d'enthousiasme excessif. Préjugement émotif, si tu n'aimes pas les fesses, tout de suite c'est un film de fesses. Tout le reste, sans importance. Parce que tu as un préjugé et tu lui mets de l'importance. Tu lui mets de l'importance dessus, ce qui fait que tu ne peux pas, par ce préjugé, connaître la réalité. Lorsque tu vas te présenter au cinéma, par exemple, avec cette idée préconçue que c'est un film pornographique parce qu'on a 18 ans adulte, et où tu y vas parce qu'on te dit que c'est un bon film, mais tu y vas déjà un peu de reculons, ou tu y vas en courant parce que tu t'imagines que c'est un film pornographique. Bon. Lorsque tu rentres, tu t'assois, ça commence. Première chose, quand on va voir un film pornographique, on regarde toujours la quantité de personnes qu'il y a dans la salle. Parce que moins il y a de monde, plus c'est gênant. Bon, parce qu'on s'imagine qu'on est seul détraqué. Bon. S'il y a beaucoup de monde, c'est moins pire.
Mais s'il y a trop de monde, ben là encore là, tu te demandes. Le film va commencer et le dernier survivant, c'est une histoire vécue qui raconte l'épopée, disons, d'une personne qui était à la recherche de pétrole sur l'île de Mindanao aux Philippines et qui s'est fait enlever. Alors, on a des personnes qui sont venues à la recherche de ces personnes-là. L'île de Mindanao, elle est extrêmement civilisée. Mais à l'intérieur de l'île, on a une petite jungle qui n'est pas connue, dans laquelle, on ne le savait pas, vivent des cannibales, des mangeurs d'hommes, des Tassadai, une autre peuplade préhistorique qu'on ne connaissait pas, maintenant qu'on connaît et qu'on est en train de décimer d'ailleurs. Mais à cette époque-là, en 71, on ne les connaissait pas. Alors, ce film est 18 ans adulte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il est fait intégralement comme ça s'est passé, ce qui fait que les peuplades indigènes ne sont pas habillées. Mais il n'y a aucune pornographie, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Par contre, c'est un des meilleurs films que l'on peut voir, si on veut savoir un peu ce qui se passe quand une personne, disons, vit des aventures. C'est pas tout à fait Indiana Jones, mais c'est plus réel, c'est moins comique. Alors, ce qui arrive, c'est que tous les préjugés que la personne a au départ, elle doit les perdre rendus là. Vu qu'elle doit les perdre, pourquoi ce n'est pas bon d'avoir un préjugé? C'est parce que si tu as un préjugé, et que un préjugé, disons, du type émotif ou expérientiel, mémoriel, tu y attaches une importance. Y attachant une importance, tu défends. Parce que l'ego défend toujours ce dans quoi il met de l'énergie. Vous trouvez que votre visage est beau, c'est important pour vous, donc votre ego met de l'énergie là-dedans. Si on vous attaque en disant que vous êtes laid, vous allez vous défendre. Chaque fois que l'ego met de l'énergie quelque part, il s'évertue à le défendre contre tout. Bon, alors c'est exactement comme un général, ça ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Bon. Alors, l'ego, c'est la même chose, il ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Alors, si on a un préjugé, on se présente au cinéma et lentement, ben là, c'est pas ça. Tout le temps que notre préjugé, tout le temps qu'on va énergiser notre préjugé pour pouvoir le conserver malgré l'évidence, mais on perd de l'énergie. Une personne qui a un préjugé, par exemple, je vais aller à la messe, ça fait 15 ans que je n'ai pas été. Mais tu es plein de préjugés, ce qui fait que tu ne pourras pas voir, disons, la cérémonie religieuse telle qu'elle est. Si la vibration de l'Église pourrait t'amener quelque chose, tu rentres avec un préjugé, la vibration de l'Église va être détruite en détruisant le préjugé. Et lorsque tu sors de l'Église, tu n'as rien eu. Et tu vas dire, je le savais. Mais si tu rentres vide, avec absolument rien, aucun préjugé, sauf peut-être des préjugés mentaux, c'est-à-dire qu'on sait un peu ce qui va se passer, on prévoit certaines choses, mais on ne décide pas que telle chose et telle chose, on a raison. Quelle température qu'il va faire demain? Ah, il va faire beau. Ah, il va pleuvoir. Ah, il va faire beau, je te dis. Alors, regarde les nuages, on préjuge. Mais on est là, puis on argumente. Pour quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Même les météorologistes vont vous dire que 4 heures d'avance, ils peuvent le prévoir, c'est sûr. En haut de 4 heures, c'est plus certain. Puis il y en a des personnes qui sont chez eux, qui connaissent rien de la météorologie, qui peuvent le prévoir 2 mois d'avance. Ils sont prêts à t'astiner. Le préjugé, c'est un phénomène émotif, surtout les préjugés qui nuisent. Ils sont normaux chez l'homme, mais à un moment donné, ces préjugés astrales, émotifs, devront être énergisés par l'énergie mentale pour devenir une conséquence, c'est-à-dire un futur possible, l'envisagement d'une probabilité dans l'avenir, sans qu'on accorde de l'importance, sans qu'on accrédite, qu'on discrédite cette possibilité. Donc, automatiquement, l'homme sait que s'il sort dehors, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire froid, il peut faire humide, il peut faire, etc. Mais la personne ne sort pas déjà en se disant « Ah oui, mais s'il pleut, ça va être plate, tu vas peut-être mouiller, puis c'est ci, puis c'est ça. » Même si tu es tout mouillé, puis c'est ci, puis c'est ça, si tu n'as pas de préjugés sur le moment, selon ton degré d'énergie, tu vas vivre l'événement. Alors, la pluie peut ne pas être aussi terrible que tu l'aurais envisagé. Combien de fois on vous invite à sortir pour aller quelque part, mais ça ne vous tente pas? Puis en fin de compte, vous y allez, mais une fois rendu, tout va bien. Puis là, vous êtes content d'être sorti. Alors, le préjugé du départ est en harmonie avec l'énergie de l'instant. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois que l'événement va se présenter dans l'actualité, vous allez être dans le même état d'énergie. Chaque fois qu'on a un préjugé émotif, cela nous bloque, cela nous nuit. Mais Daniel, c'est pas un peu ça comme...
mettons, chaque ego a une possibilité d'expansion variable là, pour chacun. C'est un peu comme, le préjugé n'est pas un peu un filtre, un peu pour, au niveau psychologique, comme l'ajusteur de pensée au niveau mental? Non. Le préjugé, c'est un filtre qui colore tout ce qu'il filtre. Alors, ce n'est pas, disons, un filtre dans le même type que l'ajusteur de pensée. Le préjugé, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il freine, il bloque. En plus, il essaie de déterminer ce que va être l'avenir ou encore ce qu'est le présent. Présentement, j'aime pas ça, c'est plate. Pourquoi? Ah, parce qu'il parle trop vite. Ouais, mais tu as essayé d'écouter ce qu'il dit. Ah, ça sert à rien, il parle trop vite. Oui, mais est-ce que tu as essayé? Ah, ça vaut pas la peine. Tu as essayé? Ah, moi, ça m'énerve. Tu n'auras pas essayé. Tu veux pas essayer. De peur de découvrir que tu as tort. Que c'est vrai qu'il parle vite, mais qu'en fin de compte, ça ne dérange rien. Alors, de peur qu'on ne le fait pas. Donc, le préjugé filtre même le présent, il colore le présent. On ne peut rien foutre avec des préjugés. Pourquoi? Parce qu'avec le préjugé, on ne peut connaître personne. J'ai déjà expliqué que lorsque une personne rencontre quelqu'un, elle ne peut pas le connaître si elle le rencontre avec ses mémoires. Présentement, les personnes me rencontrent. Ceux qui m'ont déjà vu me voient. Mais ils me voient à travers le filtre de toute l'expérience qu'ils ont accumulée de ma vision. C'est-à-dire qu'ils savent certaines choses de moi, c'est mémorisé, c'est expérimenté, ils l'ont dans leur expérience, dans leur connaissance. Et lorsqu'ils me voient, ils placent immédiatement toutes ces connaissances antérieures de moi entre eux et moi, et à travers cela, ils me perçoivent. Donc, si moi je change, ils ne vont voir qu'une petite parcelle de ce changement s'ils la voient, car ils peuvent ne rien voir. Et ils observent en préjugeant. Tu rencontres ton enfant, c'est la 4e fois qu'il fait un mauvais coup, la 5e fois, la 10e fois, tu ne peux plus le tolérer. Pourquoi? Parce que cette fois, tu l'aperçois à travers les 10 autres fois. Donc, là, il a tout cassé ce qu'il y a dans la maison. Plus juste une chose. Quand, dans la réalité, il a cassé qu'une chose. Tu rencontres ton patron, chaque fois que tu le rencontres, il te donne des bêtises, et plus tu le rencontres, plus tu es écrasé. Parce que tu le perçois toujours à travers toute ton expérience qui devient un préjugement. Si le patron essaie de changer, tu vas quand même le porter à crier. Parce que tu vas tout faire pour pouvoir être sûr que tu as raison. Donc, tu ne pourras pas observer le changement. Comme une cataracte, là, ça vient épais. Oui, très épais. J'ai déjà expliqué que l'homme est un pissenlit. Et je vais réexpliquer pourquoi l'homme est un pissenlit. Lorsque j'étais jeune, j'étais assis sur le bord d'un cours d'eau avec certains de mes amis, et puis à un moment donné, on parlait justement de préjugement et de jugement. Vous savez que juger quelqu'un, en réalité, c'est le préjuger. Parce que juger quelqu'un, cela veut dire observer ce qu'il a fait, observer ce que cela a fait chez nous, et selon ce que cela a fait chez nous, on donne notre verdict. C'est ça, juger quelqu'un. Et c'est extrêmement dangereux. Juger, c'est préjuger, parce qu'on ne fait pas, on fait fi de l'actuel pour se fier à ce qui s'est passé. Alors, on parlait du jugement, et à un moment donné, moi, j'avais expliqué que l'homme était un pissenlit. Parce que si tu observes l'été, d'ailleurs l'été s'en vient, le printemps, vous pourrez expérimenter l'humanité dans le pissenlit. Avant, évidemment, qu'on met les herbicides, parce que l'homme, c'est un pissenlit, et tout le monde sait que le pissenlit, c'est une mauvaise herbe. Alors donc, si vous observez un pissenlit, vous allez pouvoir observer une fleur jaune épanouie. Et ça, c'est un pissenlit. Et si à côté, on observe une autre plante, qui est une petite tige un peu croche, avec une grosse boule verte, on va dire c'est aussi un pissenlit. Et si on regarde une tige avec une grosse boule blanche, on dit c'est aussi un pissenlit. Alors, quand est-ce que c'est un pissenlit? Mais c'est tout le temps un pissenlit. Donc, un pissenlit, ce n'est pas une plante blanche avec du pollen quand on souffle dessus, ça part au vent. Ce n'est pas une plante jaune. Ce n'est pas un bourgeon. C'est quoi un pissenlit? On ne peut connaître le pissenlit qu'en observant tout de A à Z, ce qui est impossible pour l'homme. Vous ne pouvez pas connaître votre patron réellement que si vous connaissez soit tout, mais toutes ses vibrations depuis sa naissance, aller jusqu'à sa mort, ce qui est impossible dans l'actualité des choses pour l'homme, et vous pouvez le connaître en prenant un chemin différent, non pas connaître l'ensemble pour pouvoir parler de lui, mais connaître l'instantanéité de l'objet ou de la chose ou de l'homme
pour pouvoir traiter avec cette actualité et non pas traiter avec le passé. Un vendeur d'auto te dit « Je t'offre ce véhicule pour 10 000 ». Toi, tu dis « Il est malade. C'est une Volkswagen 1942, tout plein de trous, puis il manque 2 roues. » Bon. Tu retournes après, le vendeur, il te dit 10 000 $. Toi, tu dis 200 $. Lui, il dit 10 000 $. Est-ce qu'une troisième fois, tu vas t'essayer? Mais toi, tu ne peux pas t'imaginer que lui avec finit par cette année. Par contre, toi, tu y vas toujours avec ton préjugement et tu décides que. Mais à un moment donné, tu vas y aller, 200 $, va dire « Ah, prends-la donc. » Ça a l'air facile, mais c'est la majorité des hommes d'affaires réussissent toujours à avoir des bons prix parce qu'ils font comme ça. Ils n'ont pas de préjugement nécessairement avant. Ils ont des préjugés mentaux qui leur permettent de voir, d'avoir un schéma de fonctionnement, mais pas émotif. Alors, tu rencontres un inspecteur vient dans ton magasin pour inspecter. Et toi, tu te sens des fois mal, parce que s'il dit non, ou s'il dit oui, ou s'il dit il faut ci, il faut ça, tu te sens mal. Tu es plein de préjugés. Mais si tu fais ce que tu as à faire, tu n'as pas de préjugés, tu vas être capable de le voir comme il est. S'il est manipulable, tu vas le manipuler. S'il ne l'est pas, tu ne le seras pas toi non plus. Mais ce n'est pas parce que nous préjugeons que nous réussissons mieux. Ce n'est pas un fil comme l'ajusteur de pensée. Le préjugé, l'homme préjuge continuellement. Le défaut, ce n'est pas de préjuger, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez faire autrement et c'est normal. Mais quand on attache de l'importance à notre préjugement, c'est là que c'est dangereux, parce qu'automatiquement, on refuse même que la réalité soit différente. On va s'efforcer d'interpréter la réalité pour pouvoir la rendre en harmonie avec notre préjugement. Ou on va simplement fermer les yeux et on ne veut rien savoir. Une personne qui est bornée, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui a un préjugement, mais un préjugement qu'elle ne veut pas lâcher. On dit elle est bornée. De temps en temps, la personne qui dit elle est bornée, c'est elle qui est bornée. C'est comme s'astiner. Pourquoi on s'astine? Parce qu'on attache de l'importance à avoir raison. Lorsque nous préjugeons, vous savez qu'on n'attache pas de l'importance seulement à prouver qu'on a raison envers un autre. C'est rarement envers autrui qu'on veut avoir raison. C'est envers soi. Parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de connaître notre valeur sans pouvoir observer ce que cette valeur fait chez autrui. Mais c'est pour nous. Alors, si j'ai une idée et que je me fais avoir, je peux avoir un complexe d'infériorité, de culpabilité. Pourquoi? Parce que par rapport à moi, je ne suis pas correct. Alors, mon préjugement, si je lui mets de l'importance, si je l'énergise, alors, si ça ne va pas avec la réalité, je vais lutter parce que je ne veux pas perdre la face à moi. Et c'est le danger d'attacher de l'importance au préjugé. Le préjugé comme tel n'est pas dangereux. Le tabou est mortel. Mais pas le préjugé. Le préjugé, c'est salvatoire pour l'homme émotif, pour l'homme psychologique, tant que l'homme ne met pas d'importance dans ce préjugement. On va dire de temps en temps, oui, mais j'ai préjugé certaines choses, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'en allant là, ça serait pas correct. Alors, j'y ai pas été, une personne y est allée, et effectivement, c'était pas correct. Mais ça change rien au phénomène. Vous avez attaché de l'importance à votre préjugé, vous avez gaspillé de l'énergie pour rien. Parce qu'à un autre moment donné, vous pensez que c'est pas correct, vous y allez, effectivement, c'est pas correct, ça change rien. Ce n'est pas parce que nous préjugeons que nous devenons conséquentiels. Nous pouvons devenir prudents, mais encore là, le prudent se protège lui-même. Hein? On a des personnes prudentes qui ne prennent jamais le métro parce qu'ils sont prudents. On a d'autres personnes prudentes qui prennent toujours le métro, jamais l'auto parce qu'ils sont prudents. Alors, en fin de compte, être prudent, ce n'est pas une excuse, c'est presque même pas une qualité. Lorsqu'on est prudent parce qu'on a peur, on n'est pas prudent, on est peureux. Et lorsqu'on est prudent parce qu'on connaît les possibilités de danger, on est capable d'affronter l'événement en ayant avec soi ce qu'il faut pour au moins passer à travers. Ça, c'est de la prudence. Mais refuser un événement, c'est pas nécessairement être prudent. C'est sûr que si l'événement, c'est une balle de fusil, c'est prudent, c'est même intelligent, mais ça dépend de l'événement. Alors, ce qui fait que le préjugement, c'est normal, c'est essentiel pour l'homme, parce que l'homme ne peut pas connaître l'actualité. Vous ne pouvez pas connaître votre moment présent, sauf si vous vous oubliez. Alors, de temps en temps, il va se passer quelque chose dans votre vie que vous ne pourrez pas cerner.
C'est-à-dire que vous vous amusez, vous allez en vacances, vous allez avoir du fun, du plaisir, et à l'instant même où vous allez dire, c'est le fun, hein? C'est moins le fun. Pourquoi c'est moins le fun? Pourquoi c'est moins amusant? C'est pour la simple raison qu'on vient de tout bloquer l'énergie pour constater la présence de l'énergie. Vous vous amusez avec quelqu'un, puis à un moment donné, ben là, c'est le fun, hein? Oui, ben là, tu te relaxes. Là, vous devez vous réénergiser pour recommencer, mais vous êtes plus dans le plaisir. Pour continuer le plaisir, vous devez fouiller dans votre mémoire, ça a été le fun de 30 secondes, ça a été le fun de 20 minutes, mais on continue à dire c'est le fun, mais c'est moins le fun, c'est de moins en moins le fun. Je prends souvent l'exemple, disons, de l'acte d'amour. Vous faites l'amour, puis à un moment donné, ben observez que vous faites l'amour. Ben, c'est compliqué. Hein? Lorsque vous observez, vous prenez conscience de ce qui se passe, mais pas une conscience attentive, une conscience mémorielle, toute l'énergie de l'événement descend parce qu'il est tué. L'homme, pour connaître, doit bloquer ce qui passe pour pouvoir observer. Donc, il l'empêche de passer. Un enfant qui s'amuse, vous pouvez observer que c'est le fun. Mais si vous voulez l'arrêter pour lui dire « t'as du fun, hein? » Ben là, il va dire « ouais, mais fiche-moi dans la paix. » Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de fun. Mais lorsqu'il joue, il ne sait pas qu'il vit. Il ne sait pas qu'il vit, il ne sait pas qu'il a vécu, il ne sait pas qu'il va vivre, il n'est plus là, mais il est beaucoup plus là. C'est la même chose pour l'être adulte. À un moment donné, nous sommes là. Lorsque nous sommes dans la Lune, nous ne prenons pas conscience que nous vivons. Mais nous sommes en train d'expérimenter une continuité temporelle qui est mémorielle, qui est astrale, et nous suffisons à l'intérieur de ce petit voyage. Mais nous avons une conscience de cet état. Lorsque l'homme vit réellement, par l'intermédiaire de son plan physique, et qu'il ne prend pas conscience, malgré qu'il a l'intelligence pour être conscient. Et ça, c'est extrêmement différent de l'animal ou de l'homme de Cro-Magnon, qui, lui, ne prenait pas conscience qu'il vivait, mais il ne pouvait pas. Vous pouvez prendre conscience que vous avez vécu, c'est merveilleux, et c'est la base. Mais cette base ne doit pas être tirée en sommet, c'est la base. Elle ne peut pas aller plus haut. Donc, l'homme qui a l'intelligence suffisante et l'énergie mémorielle suffisante pour pouvoir prendre conscience de sa vie passée, même si la vie passée part de l'instant presque présent à l'hier reculons, cet homme-là devra à un moment donné ne plus vivre avec son passé pour vivre l'instantanéité. Et à ce moment, il ne préjuge pas. Lorsque l'on joue au tennis, dans une grosse compétition, on n'a plus de mémoire. On n'est plus rien d'autre qu'une immense raquette de tennis. La raquette devient le prolongement de notre corps, et c'est normal. On sent tout. Mais on n'a pas besoin de préjuger ce que l'adversaire va faire. À un moment donné, on a un instinct mental, on a des réflexes mentaux, c'est-à-dire des réflexes conséquentiels, qui vont calculer la trajectoire de la balle pour pouvoir faire déplacer le corps physique pour répondre. Et selon les blocages entre l'expression du mental, évidemment, on peut programmer ce mental, on appelle ça jouer souvent, hein? On peut programmer ce mental pour aussi programmer notre corps physique, donc finir par avoir une musculature adéquate au mouvement que le mental veut permettre. Et on est capable de voir la balle, de courir, de ne pas s'enfarger, de se placer dans une position pour repartir, de frapper, et on s'en va immédiatement vers dans la région où, normalement, mentalement, la balle devrait revenir. Et ça, c'est même en prenant conscience mentalement de la réponse de l'adversaire. Si la balle frappe un mur, on sait où elle va aller. Mais le champion de tennis est même capable de prévoir qu'après avoir frappé sa raquette, la balle va aller dans telle direction, dans une espèce de, disons, de superficie, où il va se placer au centre pour pouvoir réagir. Mais il n'a pas d'émotion. Lorsqu'il commence à avoir peur ou lorsqu'il essaie de prévoir et de réfléchir, bon là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a même plus le temps d'agir, c'est trop vite. Mais il ne se souvient pas nécessairement de sa partie. On a ça surtout, par exemple, dans les arts martiaux, dans le judo. On a une expérience, un mouvement parfait en judo, c'est lorsque celui qui exécute le mouvement dans une compétition ne se souvient de rien. Le mouvement a été parfait, placé avec une vitesse extraordinaire, d'une précision parfaite, presque miraculeuse, et il ne sait pas quel mouvement il a fait, il ne sait rien.
Il se rappelle juste d'avoir entendu la dernière consonance du mot point. C'est tout. Alors donc, il a vécu. Lorsque vous vivez, ce que vous faites souvent, et c'est ce qui détruit votre vie instantanée, c'est qu'à un moment donné, l'ego finit par être insécure dans cette instantanéité, c'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, il n'a pas su qu'il vivait, alors il va arrêter l'énergie de la vie pour pouvoir observer qu'il a vécu. Et c'est ce qui amène une personne à toujours briser un état d'harmonie. Elle brise l'état d'harmonie pour pouvoir prendre conscience qu'elle a été en harmonie. Donc là, l'ego est content, l'ego en jouit. Et là, l'ego se dit, ben au moins ça me rapporte. Je suis en vacances, c'est le fun, ben au moins j'ai pas perdu mon argent. Je vais à un séminaire ou je vais à un cours, puis à un moment donné, je dois tout bloquer pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. Et là, je me dis, bon, ben c'est bon. Ou c'est pas bon. Mais tu t'es en train de t'énergiser pour que ce soit de mieux en mieux. Que ce soit bon ou pas bon, bloque-le pas. C'est ridicule. Même si tu te dis, bon oui, mais si je le bloque pas puis que c'est pas bon, je ne saurai jamais. Oh non. La personne qui vit dans l'actuel, elle va découvrir à un moment donné, en restant actuelle, que cela ne lui apporte rien, mais elle n'aura pas besoin de vérifier dans le passé. Elle le saura. Et ce savoir, sans vérifier dans le passé, c'est le savoir instantané. C'est-à-dire, instantané ne veut pas dire que c'est comme à la loterie. Paf, tu as 500 millions instantanément. Cela veut dire que dans l'instantanéité, instantanément, tu as la connaissance ou le savoir qui est nécessaire pour vivre ce moment. Donc, ce savoir n'est pas cumulatif, n'a pas besoin d'être puisé dans un réservoir. Et s'il est puisé dans un réservoir, ce savoir doit déterminer encore une fois le futur. Comme votre passé est un réservoir, puisant dans le passé pour comprendre le présent, c'est colorer le présent, parce que le présent n'est pas contenu dedans votre expérience. Vous ne l'avez pas vécu. Vous avez vécu quelque chose de similaire, cela est probable, mais ce n'est pas la même chose. Lorsque vous avez marché dans une ruelle à l'âge de 4 ans, ben, si vous arrivez à l'âge de 24 ans et vous marchez dans la même ruelle, vous refaites la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Et en 20 ans de différence, et même moins, vous êtes toutes aptes à vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous attendiez. Elle était belle, elle était grande, elle est petite, elle est laide. Alors ce qui arrive, c'est que ce préjugement, il est essentiel tant que l'homme n'a pas ce savoir instantané. Et ce savoir instantané, ce n'est pas une faculté supramentale ou disons surnaturelle donnée à une élite particulière. Disons que l'homme devient une élite par rapport à la masse lorsqu'il est en relation avec l'énergie supramentale, mais la masse n'a pas besoin d'être élite. N'importe quel genre d'individu peut devenir un réservoir ou un canal à l'énergie supramentale. Un verre d'eau peut être vidé et rempli de champagne, ou rempli de n'importe quoi. Donc ce n'est pas parce qu'on a une coupe à champagne qu'on aura du champagne dedans. Alors, ce n'est pas votre naissance qui détermine qu'à un moment donné, vous avez la possibilité d'être en relation avec l'énergie de l'intelligence active ou non. Cela n'a aucun rapport. Tous les individus de la planète, de temps en temps, vivent l'actualité. Vivent l'actuel, quel que soit l'individu, qu'il soit au Bangladesh, en Irak ou ici. Mais dans ces pays, il n'a pas nécessairement l'intelligence pour prendre conscience de sa vie. Ce qui l'amène à accepter d'une façon non évolutive la souffrance, parce qu'il ne peut pas s'écœurer de la souffrance, c'est-à-dire que l'homme qui n'a pas un mental suffisamment développé ne peut pas souffrir de souffrir. Et lorsque l'homme ne souffre pas de souffrir, l'homme n'essaie pas de détruire le principe de la souffrance, l'homme n'essaie pas de contourner le schéma de souffrance, ce qui est une illusion, mais ce qui amène l'évolution de l'énergie mentale et ce qui va amener le contact avec l'intelligence active, ce qui va amener la dissolution de la souffrance. Mais dans ces pays, l'homme vit l'instantanéité, mais il n'a pas l'évolution mentale nécessaire pour pouvoir bénéficier énergétiquement de cet état d'instantanéité, ce qui n'est pas le cas pour vous. Vous, lorsque vous vivez le moment présent, ce qui vous arrive quotidiennement, vous avez suffisamment d'énergie mentale pour pouvoir bénéficier de ce vécu. Mais vous vous évertuez continuellement
Pour pouvoir connaître cet état, vous vous évertuez à briser cet état. Vous brisez la vie pour pouvoir découvrir que vous avez vécu. Parce que lorsque vous vivez en même temps que la vie, vous n'avez pas le temps de découvrir que vous avez vécu. Alors vous devez à un moment donné laisser la vie s'en aller et observer que vous avez vécu. Ça a été le fun. Ça, c'est un mécanisme qui va être fréquent lorsque l'on revient de vacances, lorsque on a travaillé, n'importe quand. Mais ce mécanisme est dommageable. Pourquoi? Parce que premièrement, il est assujetti aux besoins de préjugement de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir observer qu'il a eu du plaisir pour pouvoir se servir de cette mémoire, pour pouvoir préjuger que l'année prochaine, s'il retourne à la même place, il aura du plaisir. Parce que l'homme, à un moment donné, s'est dit, est-ce que j'y vais ou non? Est-ce que j'y vais ou non? Alors, qu'est-ce que je choisis? Je ne connais pas la place. Une fois que l'homme a expérimenté un endroit et qu'il a aimé ça, il veut prendre conscience qu'il aime ça. Pour pouvoir, l'année prochaine, ne pas avoir à prendre de décision, à se demander s'il va y aller ou non, parce qu'il sait qu'il a déjà aimé ça, donc il préjuge et il dit il va. Mais il y a bien des fois que l'on va à un restaurant ou qu'on commande le même plat. On a aimé ce plat. On n'en essaye pas d'autres. On n'essaye pas d'autres restaurants. Et à un moment donné, en essayant d'autres restaurants, on découvre qu'on a un meilleur restaurant et un meilleur plat. Et on a tellement peur de découvrir un plat moins bon, ce qui ne dérangera rien chez l'homme, mais on ne veut quand même pas essayer. Pour ne pas subir une petite montée d'énergie, de frustration. Le préjugement, il est bon, mais le préjugement ne doit pas être énergisé par l'importance que l'ego va lui donner pour pouvoir se valoriser. Préjugez tant que vous voulez, mais attendez-vous continuellement à ce que vos préjugés soient démentis par la réalité et ne luttez pas pour essayer de transformer la réalité pour l'adapter au préjugement. Pour que cette synchronisation-là, Daniel, se fasse à ton insu, il faut que tu sois quand même très, très sécure. Vois-tu, qu'est-ce que c'est qu'être sécure? Être sécure, c'est simplement pouvoir se dire que dans ma mémoire, je connais tout l'avenir. Donc, je suis capable de me dire, je connais toutes les réponses de l'examen, je vais donc être capable de passer 100% à l'examen, et je n'aurai aucun problème. Mais la vie, le professeur amène un nouvel examen, et t'arrives tout plein de préjugés, tout confiant en toi, et encore là, tu es initié par la souffrance, la déception, et tout ça. Le préjugement ne sert à rien, et le fait de vouloir être sécure, c'est une illusion. L'homme va être sécure lorsque l'homme comprendra que la sécurité est une illusion. Donc, on a déjà parlé de la liberté, on a expliqué comment se libérer de la liberté pour enfin être libre. Parce que tant que l'homme recherche la liberté, il est dépendant de cette liberté, donc il n'est pas libre. Il ne peut pas être libre tant qu'il veut être libre. Alors, on en a fait une conférence. La sécurité, c'est la même chose. Tant que tu recherches la sécurité, tu es insécure, tu exprimes le fait que tu n'as pas ce que tu veux. Et lorsque tu as tout, tu sais que tu peux tout perdre. Donc, tu ne peux pas être sécure. Il y a deux formes de sécurité. Il y a celui, comme je te dis, qui n'a pas de mental pour se rendre compte de ce qui se passe, donc il souffre, mais il ne peut pas souffrir la souffrance, ce qui fait qu'il peut accepter la souffrance d'une façon inconditionnelle, il s'en fout. On a des mortalités, puis c'est pas grave, on enterre, on pleure un petit coup, puis ça finit là, puis on continue à rire. Donc, le fou n'a pas de malheur. Hein? Alors, plus on se conscientise, plus on souffre, et c'est normal. Mais cette étape de souffrance ignorée ne peut faire autrement que de mener à la souffrance connue. Donc, il n'est pas mieux que nous, qui souffrons et qui nous souffrons de souffrir. La personne qui souffre et qui s'en fout n'est pas mieux que nous, parce qu'elle va arriver à être comme nous. Mais tout ce que nous avons déjà passé, c'est fait. Et on va continuer, et à un moment donné, on ne souffrira plus parce qu'on aura compris les mécanismes qui engendrent la souffrance. La sécurité, c'est une illusion. Si je me dis, moi, si je me borne à être sécuritaire lorsque je me dis que je peux tout apprendre et que je sais comment apprendre, donc je peux tout faire. Évidemment, je devrais mettre de l'énergie, je devrais m'appliquer de temps en temps pour pouvoir expérimenter. Mais c'est tout. Et si j'ai la volonté de mettre l'énergie pour pouvoir apprendre, je suis sécure. Mais une personne qui ne sait pas qu'elle peut apprendre, et c'est l'apanage de la majorité de la masse,
C'est pourquoi elles se mettent plus bas que ce qu'ils sont en réalité, et c'est pourquoi elles ont des dieux, et c'est pourquoi elles attendent le secours d'extraterrestres, c'est parce qu'ils se prennent pour des beignes. Et alors ils ont un gros trou et ils pensent qu'on va les boucher. Bon, alors ils sont bouchés déjà. L'homme ne sait pas qu'il peut apprendre. Il peut apprendre n'importe quoi. Il devra mettre l'énergie, mais il peut apprendre. Et là, il y a une sécurité illusoire, mais moins illusoire, que le fait de se dire, je passe toujours par le même chemin. Combien de personnes ici sont capables, lorsque la voie qu'il emploie normalement pour aller travailler est bouchée, combien d'entre vous sont capables de prendre une dérivation puis se rendre par un autre chemin nouveau à leur travail? Pas grand monde. On suit à la queue leu puis on chiale. Combien de personnes qui vont à leur travail ont expérimenté 15 ou 20 différents chemins pour aller à son travail, dans l'espoir d'en trouver un plus rapide? Normalement, on y va à un moment donné, puis c'est celui-là qu'on suit. Jusqu'à temps que quelqu'un nous dise que, pourquoi tu prends pas telle chose, tu l'essayes. Mais c'est rare qu'on essaie de nouveaux chemins. On a un chalet quelque part, on passe toujours par le même chemin. On n'observera pas nécessairement sur la carte voir, ou on verra pas. C'est rare les personnes qui essaient de nouvelles choses. Parce qu'ils ont une forme de sécurité. Mais cette sécurité, elle n'est pas sécuritaire. Elle est même retardative. Donc, le préjugement, pour arriver à s'en libérer, pour vivre dans l'actualité, lorsque tu as du fun, lorsque tu as du plaisir, ou lorsque tu joues, lorsque tu oublies tes problèmes, on a différentes techniques, par exemple, nous, dans le programme Être contrôleur, qui permettent à la personne de se débrancher complètement de tout son mécanisme pour vivre quelque chose de réel, parce qu'elle doit mettre son énergie à comprendre ce qu'elle fait avec son corps. Et lorsqu'on l'arrête et qu'on lui demande comment tu t'es senti pendant que tu faisais ça, rien. Ah, est-ce que tu avais peur? Non. Est-ce que tu as pensé à hier? Non. Est-ce que tu avais des problèmes? Non. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se passait, mais tu n'arrives pas à mettre de mots là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être sécuritaire pour vivre un état comme ça. Il suffit juste que tu te branches dans cet état-là. Tu as besoin d'être sécure lorsque tu ne veux pas vivre avec la réalité, avec l'actualité, et lorsque tu veux manipuler la réalité, l'actualité, à partir de ton expérience. Ah là, tu as besoin d'expérience en maudit. Et tu ne seras jamais sécuritaire, même si tu crois l'être. Je suis en sécurité, j'ai $1 million à la banque. En fin de compte, paf, le pain coûte maintenant $1 million, comme on a eu en Allemagne avant la dernière guerre, où on allait acheter du pain avec un sac à dos plein d'argent. Alors, ta sécurité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vaut plus rien non plus. Rechercher la sécurité, c'est pas correct. Rechercher parce qu'on est mentalement conscient qu'à un moment donné, on va avoir tel besoin, des mécanismes pour pouvoir pallier à ces besoins, ce n'est pas rechercher la sécurité, c'est se faciliter la vie. Mais ce n'est pas rechercher la sécurité. Il y a une différence. On peut se faciliter la vie en recherchant la sécurité, mais on va souffrir. Mais si on recherche à se faciliter la vie parce que c'est intelligent, pourquoi voulez-vous vous faciliter la vie? Parce que vous avez des projets? Ah, ça c'est une maudite bonne raison. Parce que vous avez peur? Ah non, c'est pas bon. Pourquoi vouloir être riche? Parce que vous avez des projets pour construire, pour vous exprimer, pour créer. Merveilleux. Mais pour être sécuritaire, pour pouvoir exprimer toute son émotion n'importe comment, non, vous risquez d'attendre longtemps. Puis ceux qui gagnent $1 million, qui sont comme ça, ils sont malheureux vite aussi. Alors, ce qui fait que la sécurité n'a rien à voir avec le fait de vivre l'actualité. Parce que de temps en temps, on expérimente l'actualité, mais on la bloque pour pouvoir justement observer qu'on l'a expérimenté, l'actualité. J'ai eu du fun, j'en ai plus, mais je l'ai arrêté pour voir. De temps en temps, on va même jusqu'à dire, oui, mais c'est bon de temps en temps qu'il pleuve, ça te permet d'apprécier le soleil. On est trop niaiseux pour apprécier le soleil quand il est là, fait qu'il faut que de temps en temps il pleuve dessus pour le découvrir. Là, c'est imbécile comme réaction, mais c'est totalement humain. Mais ce n'est pas correct, parce qu'on doit expérimenter, on doit comparer, on ne peut pas le savoir nous autres mêmes. On n'est pas conséquentiel, on n'est pas mentalement suffisamment connaissant, savant de ce qui se passe pour en voir la relation avec nous-mêmes. Donc, on a besoin de se voir retirer ce que nous avons pour pouvoir découvrir que c'était plaisant. Remarque que dans la ville de Montréal, par exemple, on se plaint que c'est une ville pourrite. Mais à un moment donné, pour te faire prendre conscience que la ville n'est pas si pourrite que ça, on te rajoute des parcomètres tout partout. Fait que là, tu peux dire, c'était pas si pire. Mais là, c'est pourri. Puis à un moment donné, là, on te rajoute d'autres choses. Pour que tu dises, c'était pas si pire. Mais là, ça va plus. Et plus ça va, c'était pas si pire, mais là, mais c'est toujours là. Mais en fin de compte, c'est jamais là. Plus ça va mal, plus ça allait bien. Alors, c'est toujours le bon temps dans le passé.
C'est tout. Mais je veux dire, pourquoi? Ben parce que tu ne peux pas être sécuritaire dans ce qui change. Tu es sécuritaire dans ce qui ne peut plus changer. Et qu'est-ce qui ne peut plus changer sinon le passé? Les tabous, c'est autre chose. Le tabou, c'est un préjugé inconditionnel, un concept inconditionnel qui n'a aucune condition autour, c'est ça et c'est ça. Même la réalité, même l'expérimentation du contraire du tabou ne vient pas changer. C'est-à-dire que pour être sûr que nous n'allons pas expérimenter un tabou, nous allons venir avec suffisamment de préjugés pour pouvoir dynamiser notre idée de tabou de façon à ce qu'il reste tabou. Rentrer dans une église, un tabou banal qui commence à s'en aller, par exemple, c'est de maudire Dieu. Si Dieu a un ego comme l'homme, si Dieu est digne d'être le roi des hommes, un roi avec des armées puissantes qui va protéger ceux qui flattent son ego et qui va détruire ceux qui nuisent à son ego, on ne peut pas maudire Dieu, parce que Dieu va être en maudit. Il va te maudire lui-même. On a eu ce genre de tabou. Le tabou sexuel, c'en est un. Qu'est-ce que c'est que le tabou sexuel? C'est ce qui empêche l'homme, c'est ce qui empêche la femme, c'est ce qui empêche les enfants de pouvoir vivre d'une façon intelligente, c'est-à-dire que lorsque tu n'as pas besoin de vêtements, tu n'en portes pas, et lorsque tu en as besoin, tu en portes. Mais on a un tabou religieux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les intelligences dans l'Antiquité ont amené chez l'homme, dans le mental débutant de l'homme, dans l'intellect naissant, des connaissances des mécanismes de l'évolution. Et premièrement, l'énergie sexuelle, qui servait surtout à la création du corps mental et du cerveau, ne devait pas être dilapidée. Et on devait surtout attendre un certain nombre de temps avant d'avoir une relation sexuelle, donc disons de dilapider, mais à ce moment-là, ce n'était plus dilapidé, l'énergie sexuelle pour permettre au corps, même si on va jusqu'à 30 ans, disons 30 ans était mort, à cette époque-là, disons jusqu'à 14-15 ans, pour permettre au corps d'avoir une transformation cérébrale suffisante, et ça, l'énergie sexuelle le permet. Donc, il était intelligent d'enseigner à l'homme de ne pas avoir de relation sexuelle avant telle ou telle année. Autre chose, l'homme, pour pouvoir accepter, parce qu'il ne comprenait pas la souffrance, alors on a dû lui donner l'idée que celui qui souffrait arriverait à un moment donné au ciel. Mais c'est normal, lorsqu'on parle du ciel comme niveau d'évolution, niveau vibratoire, la souffrance amène l'homme à souffrir la souffrance, ce qui amène l'homme à dynamiser son mental, ce qui amène l'homme à accepter l'énergie supramentale, ce qui amène l'homme à ne plus souffrir. Il est au ciel. La souffrance amène ça. Mais ce n'est pas parce que tu souffres toute ta vie et que tu meurs en souffrant que tu vas au ciel en mourant. Ça va souffrir où tu vas, en tout cas, parce que les énergies s'attirent. Alors, tu te ramasses avec un paquet de souffrants. Alors, ce qui arrive, c'est que cette souffrance, elle était donc essentielle pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle était essentielle, elle était karmique. L'homme ne connaissant rien des lois, l'homme souffrait ces lois. Lorsque l'homme se donnait des coups de marteau dans les pieds, il souffrait le karma d'un coup de marteau dans un pied. Alors, lorsqu'il découvrait la loi matérielle qui faisait que ça faisait mal, il tapait à côté. Ou sur un autre. C'était plus plaisant. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que, acceptant cette souffrance, l'homme, pour bien dynamiser, les prêtres ont interprété les connaissances qu'ils avaient, et pour bien faire comprendre ce qu'ils disaient, la souffrance, elle est nécessaire, même que la jouissance est anti-évolution. Et lentement, pas trop vite, l'homme a cru qu'il avait un plaisir immense dans la relation sexuelle. Mais l'homme n'a pas de plaisir dans la relation sexuelle, ni la femme. Il a une forme de sécurité par expérimentation, c'est-à-dire que lorsque l'homme a expérimenté un événement, lorsqu'il le répète, il est sécuritaire, donc une sécurité. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de jouissance, plaisir égoïque réel dans la relation sexuelle, sauf évidemment chez certaines psychologies qui ont un ego, qui se sent inférieur aux femmes et qui doit coucher avec toutes les femmes qu'il rencontre pour se sentir supérieur. Même chose pour les femmes. Disons que ça c'est, presque pathologique, et ça on oublie ça. Dans la majorité pour le monde, on n'a pas de plaisir égoïque. On a une augmentation vibratoire vitale dans une relation sexuelle, ce qui augmente le taux vibratoire des énergies, ce qui, expérientiellement parlant, donne l'idée qu'il se passe quelque chose de bien. Et vu que c'est bien et que c'est sécuritaire, l'ego aime ça, mais il n'y a pas de plaisir dans la relation sexuelle
Comme quand tu prends un suçon, ou quand tu vois un bon film. Ça n'a aucun rapport. Mais ce qui est arrivé, c'est que pour être sûr que l'homme peut avoir un plaisir d'avoir des enfants, un plaisir d'avoir une famille, mais pas dans la relation, même si à un moment donné, il y a une relation entre la relation et le plaisir. Bon. Mais ce qui arrive simplement, c'est que pour éviter qu'on gaspille l'énergie vitale qui sert à la création du corps mental et du cerveau, et en même temps pour que l'homme accepte la souffrance, pour pas que l'homme se suicide continuellement parce qu'il souffre, pour que l'homme se dise, si tu ne souffres pas, tu ne peux pas évoluer, et si tu souffres, Dieu est content, tu vas pouvoir évoluer. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que l'homme devait souffrir pour pouvoir ne plus souffrir et contrôler lui-même la souffrance, et non pas prier qu'on vienne l'empêcher de souffrir. Ils m'ont fait tout en haut pour le faire souffrir. Pas parce qu'on prie qu'on... Hein? Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, on a eu un tabou sur la sexualité, c'est-à-dire sur les organes sexuels, entre autres, sur les organes reproducteurs, parce qu'on a voulu, pendant longtemps, empêcher l'homme. Lorsque l'homme arrive à la connaissance, lorsque l'homme peut développer par l'énergie vitale son corps mental, l'homme peut acquérir la connaissance de sa vie. Il sait qu'il vit, il a un corps mental, il peut donc expérimenter dans le passé qu'il est là. Expérimentant qu'il est là, il tient à être là. Expérimentant ses plaisirs et prenant conscience qu'il a aimé telle chose, il a donc le désir de poursuivre. Et l'homme devient duel. L'homme connaît le bien et le mal, et l'homme est connaissant de ces choses. Donc, à cet instant, l'homme, on pourrait dire, pour faire un retour biblique, que l'homme a goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Et ce n'est pas connaître le bien et le mal, c'est de la connaissance, virgule, du bien, virgule, du mal. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, lorsqu'elle n'est pas employée à la reproduction, permet la création du corps mental et donc du cerveau. Ce qui fait que lorsque on dit Adam et Ève, la race adamique, humaine, disons, lorsqu'elle s'est mélangée avec la race adamique en Lémurie, lorsque Adam et Ève ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont pu découvrir, ils ont arrêté d'avoir une énergie vitale extérieure, c'était pas nécessairement une relation, on avait aussi une énergie vitale abondante dans l'aura. Lorsqu'ils ont éliminé ce genre d'expression vitale, ils ont commencé à développer leur corps mental, et automatiquement, et ce n'est pas un péché, c'est-à-dire que le seul péché qu'on a eu, c'est que la race adamique s'est mélangée avec la race humaine avant terme, à cause de Lucifer, mais ça, disons qu'on en a déjà parlé, puis on va revenir plus tard. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que l'homme a eu la connaissance par l'énergie mentale, et pour pouvoir développer cette connaissance, il devait automatiquement éliminer les relations sexuelles. L'homme est devenu sexué à partir de la Lémurie, c'est-à-dire que c'était avant ça, l'homme pouvait engendrer comme par transpiration, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas un corps comme le nôtre, ça ressemblait beaucoup plus à un amibe. Mais à un moment donné, il a fallu que l'énergie sexuelle de cet homme soit divisée en deux, une partie pour construire le corps mental et l'autre partie pour la reproduction. Donc, pour la reproduction, il en manquait la moitié, et l'homme est devenu bisexué, c'est-à-dire sexué, et l'homme devait donc s'unir avec la femme, c'est-à-dire l'homme avec l'homme, pour pouvoir enfanter. Parce que la moitié de son énergie vitale servait à la création de son cerveau. Mais on ne devait pas dilapider ces énergies pour permettre un avancement plus rapide de l'évolution de l'homme, ce qui fait que on a automatiquement, on prend l'arbre de la Bible, Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus. Mais pas tout nus. Mais ils ont découvert, c'est-à-dire que la Bible est quand même très tabou au niveau de la sexualité, parce qu'à cette époque, cela devait l'être. Et aujourd'hui, ben l'homme n'a presque plus besoin, il a besoin. Mais ce n'est pas le physique qui empêche l'évolution de l'homme. Ce n'est pas parce que vous allez voir une personne nue que vous n'évoluerez pas. Ce n'est pas parce que vous allez être nu que vous n'évoluerez pas. Dans l'état actuel des choses, ce serait même l'inverse. Mais évidemment, on a l'ego. On a l'image que l'on se fait de nous. Parce que bien souvent, l'image est bâtie avec les vêtements. Hein? Lorsqu'un policier vient de donner une contravention, ça va, mais s'il est tout nu, ça va plus. C'est normal. L'uniforme, c'est important. On construit l'image à partir des vêtements. Donc, on refuse de se soustraire à nos vêtements en public parce qu'on se soustrait de notre image. Alors, il n'y a pas de tabou au niveau de la sexualité, c'est-à-dire qu'il y en a un, mais il ne devrait pas y en avoir un. Il y a une intelligence dans le fait qu'à un moment donné, on a contrôlé l'homme, l'humanité non mentale, qui ne pouvait pas comprendre ce que j'explique aujourd'hui, et on leur a dit, faut pas être tout nu,
Donc, c'est cochon, c'est salaud, c'est etc. On a eu un moment donné où on avait des petites portes des pyjamas là, pour faire des enfants. C'était plus rapide, puis c'était plus sûr. D'ailleurs, le monde faisait ça dans le noir. Puis les enfants, ben c'était n'importe quoi. Ils voyaient pas ce qu'ils faisaient, hein, remarque. Bon, je pense que, de toute façon, je pense que la première partie est finie. On peut-tu dire, en finissant, qu'en fait, il y avait une intelligence quand même qui était très grande pour instituer des tabous semblables dans ce temps-là? Tout ce qui se passe sur la planète est manipulé par une intelligence. L'homme ne le voit pas nécessairement. OK, fait que, il y a beaucoup de matériel pour la deuxième partie. Si vous avez des questions, là, vous pouvez les écrire, on va les recevoir tantôt.